Bonjour à tous, bienvenue pour l'émission Questions citoyennes avec la télé participative du 3e, une émission quotidienne réalisée par les habitants, pour les habitants et avec les habitants du 2e secteur. Cette émission est réalisée spécifiquement dans le cadre des municipales 2014. Nous recevons tous les soirs les différents candidats qui se présentent sur le second secteur pour mieux faire connaissance avec eux et également qu'ils puissent répondre directement aux questions des habitants que nous avons réalisées ces 3 dernières semaines en arpentant avec nos caméras toutes les rues du quartier, et vous allez voir que les questions sont nombreuses. Nous recevons ce soir Lisette Narducci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate pour le Parti radical de gauche à la mairie du second secteur. Vous êtes actuellement notre maire de secteur et vous briguez un nouveau mandat sur ce secteur. C'est tout à fait ça. Alors, on vous a expliqué le principe de l'émission. On est vraiment en phase avec les habitants du secteur et particulièrement du 3e arrondissement. Je vous rappelle que le 3e arrondissement, c'est 45 000 habitants, donc c'est une population qui est importante. On a une diversité de quartiers dans le secteur avec un certain nombre de difficultés vécues par les habitants, mais aussi beaucoup de ressources et de vie sur ce territoire. Donc le but du jeu, c'est tout simplement à la fois qu'on fasse mieux connaissance avec vous pour peu que des habitants n'auraient pas eu l'occasion de vous rencontrer, même si vous arpentez régulièrement le secteur. Et ensuite, vous pourrez répondre directement aux questions des habitants au travers de 6 thématiques que nous avons construites. Très bien. Alors, nous allons tout de suite commencer par notre quiz. On va essayer un petit peu de vous découvrir un petit peu mieux par le biais de portraits chinois. La première question, la culture, c'est la cuisine. Si vous étiez un plat? Des aubergines à la parmesane. Ah, vous savez que vous avez ce point commun avec Marie Batou, la candidate du Front de gauche, qui adore les aubergines à la parmesane. C'est le plat qu'elle vous a cité. On a un point commun. Hein, c'est un plat très méditerranéen, c'est normal. Seconde question, si vous étiez un personnage historique? Un personnage historique. Je dirais... Non, je ne vais pas chercher loin dans l'histoire. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, un personnage important de notre histoire contemporaine. Si vous étiez tout simplement un animal? Un oiseau. Un oiseau en particulier? Non, un oiseau. D'accord. Pas un gabion, hein. On va essayer d'éviter. Si vous étiez tout simplement un banc installé dans le secteur, à quel endroit seriez-vous installé? Si j'avais été seulement candidate, je vous répondrais. Mais en tant que maire actuelle, désigner un endroit qui serait mon endroit favori, ça me gênerait. Par rapport à l'ensemble du secteur. Très personnelle. Hein. Là, on parle de Lisette Narducci. Oui. Vous êtes aussi habitante sur le secteur. Oui, mais si je désignais un banc sur une place du 3e, mes concitoyens du second pourraient dire elle aurait pu choisir le 2e. Ce qui n'est pas le cas peut-être pour quelqu'un qui n'est pas en exercice sur ce territoire. Très bien. Mais il y a plein d'endroits dans le 2e et dans le 3e pour lesquels j'ai un profond attachement. On entend. Si vous étiez tout simplement un sport ou un jeu? Alors, je ne suis pas du tout sportive, malheureusement. Un jeu, j'aime bien les mots croisés. D'accord. J'aime bien les cartes aussi. Vous le pratiquez quand on a le temps, mais j'ai jamais le temps. C'est difficile. On revient peut-être à l'idée d'un mandat. Si vous étiez une loi qui vous a marqué? La loi qui m'a marqué. Peut-être une loi très récente, en tout cas qui restera, c'est le mariage pour tous. En quoi elle vous a marqué, cette loi? Par rapport au débat qu'elle a suscité. C'est ce qui a amené
donc le vote de cette loi, la nation tout entière, voilà, qui a pris part à des débats très controversés d'ailleurs. Voilà, c'était un sujet très compliqué, difficile, mais bon, qui a fini par être approuvé par l'Assemblée. Si vous étiez, cette fois-ci, un projet de loi, sur quel projet de loi aimeriez-vous être ou porter? La justice. Une loi sur la justice. Une thématique en particulier à l'intérieur de la justice? Il y a plusieurs thématiques. Il y a bien des domaines sur lesquels je pense qu'il faut qu'on revienne. Bon, c'est une opinion bien sûr personnelle, mais je crois qu'il y a des sujets difficiles pour lesquels la loi impose un certain nombre de choses. Je ne pense pas à un projet, je pense à des projets de loi. Mais c'est vrai qu'ils sont plus liés à la justice. Qui pourrait être en lien, par exemple, je ne sais pas moi, à titre d'exemple, la délinquance des mineurs, les questions d'incarcération, Oui, par exemple, la délinquance des mineurs. Je crois que c'est un vrai grand sujet, on pourrait en parler longtemps. Mais la délinquance des mineurs, je crois qu'il y a dans ce pays, on ne s'est pas donné les moyens de traiter la question de la jeunesse et de la délinquance. Et en même temps, on a une loi qui n'a jamais été revue par rapport à la délinquance des mineurs. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais je connais bien pour vivre dans ces quartiers avec beaucoup de jeunes. Et moi, je suis très intéressée par tout ce qui touche à la jeunesse. Mais je pense qu'il y a quelques vides juridiques qu'il faudrait combler. Mais encore une fois, on pourrait en parler très très longtemps. Prenons quelque chose de plus léger, si vous étiez un film. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas été au cinéma. Vous avez eu l'occasion quand même d'en voir oui. De manière générale Oui, bien sûr. Généralement, quand je regarde un film, c'est souvent un film d'humour, parce que j'ai besoin de me détendre quand je regarde un film. Donc c'est souvent les films humoristiques, même si ça fait très longtemps. La dernière fois que j'ai revu un film, c'était une rediffusion. C'était La vérité si je mens 3. Un grand classique de la comédie française. Voilà, c'est surtout de la comédie. Mais encore une fois, j'ai rarement le temps de regarder les films. Très y bien. Compris le week-end d'ailleurs. Si vous étiez une chanson ou une musique? Il y a plein de musiques. C'est quelque chose qui me permet de m'évader, de m'isoler, la musique. Donc j'adore, je me réveille en musique, et avec les infos, mais toujours j'ai besoin d'avoir un petit peu de musique. C'est très vaste. D'abord, je suis très musique des années 80, et variété plutôt, des années 80. Et puis, beaucoup de musique de film, comme Le Professionnel, par exemple. C'est une musique que j'aime beaucoup. Et enfin, pour terminer notre quiz, si vous étiez quelque chose ou quelqu'un que je n'ai pas évoqué dans mes questions, vous seriez quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez représenter comme... c'est un peu de la libre expression. C'est très vaste. Un chêne. Un chêne. Très bien. J'espère qu'au travers de ce petit quiz, de manière symbolique, les internautes qui nous suivent actuellement auront pu essayer de vous approcher, de vous cerner un petit peu. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va répondre directement à leurs questions. On va attaquer ce vidéo-maton avec la thématique du cadre de vie et de l'urbanisme. Passons tout de suite aux questions. Bonjour Madame Narlissi, je suis Madame Nasri. Et mes enfants ils sont à Édouard Vaillant. S'il vous plaît, aidez-moi pour trouver un appartement. Merci.
Pourquoi les bénéficiaires des minima sociaux ont-ils plus de problèmes à trouver un logement décent? Depuis 2003, je fais les demandes de logement social. 10 ans d'attente, je ne trouve plus la maison. Je cherchais partout. Pas logement social, pas particulier, pas mobilier. J'ai fait quoi maintenant? La question que j'ai à vous poser est qu'il y a beaucoup de logements vides, désinfectés et abandonnés. Que comptez-vous faire pour tout cela? Merci. Il y a beaucoup de pauvres, qui n'ont pas de maison et tout. Aussi, je demande ce que vous pourriez faire pour qu'ils aillent au moins, par exemple, dans un meuble qui ne coûte pas très cher. Alors on le voit, hein, on a beaucoup de questions autour, plus que du cadre de vie, du logement tout simplement, hein, des difficultés d'accès au logement pour des populations précaires. La question du logement, c'est une des plus importantes, des plus cruciales. Moi, je rencontre dans mes permanences, puisque depuis que je suis élue, je fais une permanence par semaine, et donc une journée de réception des publics sur rendez-vous. Je dois dire que plus de la moitié des gens qui viennent me voir, c'est sur une question de logement. Alors, elle se pose de manière récurrente chez nous, particulièrement dans le 3e arrondissement, parce qu'il est vrai que nous avons... on part de très loin dans cet arrondissement. On a un parc dégradé qui est très important, même si ces 10 dernières années, on a eu une série d'opérations de résorption de l'habitat insalubre sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Mais il faut le savoir aussi, le 3e arrondissement fait partie des plus vieux quartiers de Marseille. Après le Panier, qui est le plus vieux quartier de Marseille et de France, les quartiers Belle de Mai, Saint-Mauron font partie des plus vieux quartiers de la ville. Et il est vrai que nous sommes dans un secteur où il n'y a pas eu d'investissement particulier pendant des années, et sans jeter l'opprobre à quel que soit le maire d'ailleurs, hein, qui se soit succédé dans cette ville. On est un secteur qui a longtemps été laissé un petit peu de côté par rapport aux investissements qui a pu se faire et le développement qui a pu se faire sur l'ensemble de la cité. Donc le 3e, un gros parc d'habitation dégradé. C'est la raison pour laquelle moi je me suis beaucoup investie avec d'autres opérateurs, mais en tout cas très présente sur tous ces dispositifs, les dispositifs en rue, mais qui étaient il y a quelque temps de ça, anciennement on l'appelait le grand projet de ville, hein, qui consistait justement à faire intervenir les pouvoirs publics sur la question du logement, la réhabilitation, la démolition, la reconstruction. Permettez-moi, Madame Narducci, de resserrer un petit peu la question. Les auditeurs, les internautes ont envie de savoir qu'est-ce que peut faire un maire de secteur sur des questions de logement. Parce qu'on sait qu'on part de loin, les habitants sont en première ligne sur cette question-là, mais vous, si vous étiez élu à nouveau, sur quoi vous pouvez agir? Je ferai je poursuivrai l'action que je mène actuellement. Je l'ai dit, c'est la réhabilitation de ces quartiers. Parce que plutôt que d'aller chercher du logement qui n'existe pas aujourd'hui, la conjoncture le montre tous les jours, il y a une vraie pénurie. Juste pour information, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, on a près de 1100 dossiers à la mairie de secteur. Alors que la mairie de secteur n'a pas la compétence, nous n'avons pas les attributions directes, on n'a pas de contingent particulier. C'est la ville de Marseille qui est censée nous donner une partie du contingent ville. Le jeu ne se fait pas toujours d'une manière très, très claire et comme elle devrait se faire. Donc, en tant que maire de secteur, ce que je fais, d'ailleurs je n'assiste à aucune commission d'attribution, puisque ce sont différents partenaires qui assistent, et les services de l'État et autres. Mais je force la porte des bailleurs, d'une part. Je force la porte des bailleurs, on force, et puis on essaie de proposer des candidatures très, très nombreuses. Je vous parlais de 1100
que des habitants du 2e et 3e arrondissement. J'ai par ailleurs une autre casquette qui est celle du Conseil général. Donc ce que j'ai fait depuis maintenant un bon nombre d'années, c'est dans le cadre donc, de ce qu'on appelle les ateliers recherche logement, donc je conventionne avec un certain nombre d'associations, donc des partenaires, qui travaillent en direct avec le public. C'est une prestation pour le Conseil général, donc ils sont en lien directement avec le public. Leur mission, c'est d'aller capter du logement, et des logements souvent pour lesquels nous, notre Conseil général, nous intervenons dans la réhabilitation. Donc on fait de la captation dans le parc privé, au-delà des bailleurs sociaux. Donc on capte, on réhabilite, et bien sûr avec des conditions de ces bailleurs qui ont l'obligation de faire des baux de 6 à 9 ans pour intégrer des gens qui ont peu de moyens. Donc, donc surtout, c'est essayer de réhabiliter le parc existant, hein, notamment l'habitat insalubre, et vous faites un petit peu le porte-voix de tous ces habitants qui viennent vous voir en essayant de placer les dossiers dans les bons services, mais le maire de secteur n'est pas directement décisionnaire, vous êtes vraiment ce porte-voix-là. C'est tout à fait ça. C'est ce que les habitants doivent retenir. C'est tout à fait ça. Très bien, on va passer tout de suite à la seconde thématique. Nous allons passer cette fois-ci à la thématique autrement importante aussi, l'économie et l'emploi. On passe tout de suite au second vidéomaton. Ce que je ne trouve pas normal, c'est que dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualifications, mais je me demande pourquoi eux, dans le secteur dans le 3e arrondissement, on a autant de difficultés à trouver du travail. Concernant les femmes voilées, pourquoi elles font des formations linguistiques pour travailler alors qu'après elles sont abandonnées et personne ne les embauche? À quoi ça sert alors? Alors je voulais savoir donc, quel est votre plan pour redynamiser et réimplanter des commerces de proximité sur la butte Bellevue. Qu'il y a du travail, mais le travail n'est pas pour nous. On est, je ne sais pas combien de Marseillais à habiter dans le coin. Il y a une cité juste derrière, il y a un autre chantier juste à côté. Il n'y en a pas un de chez nous. Quand je dis chez nous, pas de couleur, ni d'ethnie, ni rien. De chez nous, de Marseille, qui travaille dedans. Ma question concerne tous les projets immobiliers qui ont lieu actuellement sur tout le périmètre Belle de Mai Saint-Mauron. Ce sont des projets souvent de très grande ampleur, très importants, mais qui profitent assez peu à l'emploi et à la lutte contre le chômage sur le quartier. Trop peu d'habitants sont embauchés sur ces chantiers, comme nous l'a montré le problème qu'il y a eu il y a quelques semaines pour le projet des docks libres à côté de la résidence, à côté de Félix Piat. Donc je voulais savoir qu'allez-vous faire pour que ces grands projets immobiliers profitent massivement à la formation, à la qualification et à l'emploi des demandeurs du quartier. Voilà, seconde thématique, je synthétise, on a 3 grandes questions, grosso modo, l'emploi des jeunes, l'emploi des personnes issues des minorités, enfin de l'immigration de manière générale, le commerce de proximité et également la relation entre les chantiers et l'emploi très local. Une question aussi difficile que celle du logement, parce qu'on aurait pu s'étendre davantage. Sur l'emploi, alors là aussi, ce n'est pas une compétence directe des mairies de secteur. C'est vrai que les mairies de secteur ont un pouvoir relativement limité, même si rien ne peut se faire sans elles, puisqu'on porte les projets et on les défend, et ensuite les instances viennent pour la concrétisation. Sur l'emploi, moi, depuis que je suis maire, et consciente de la difficulté de nos quartiers, d'abord, j'organise une bourse à l'emploi tous les 2 mois. Ce n'est pas du tout dans la compétence des mairies de secteur, mais c'est un des sujets qui me préoccupe le plus. Donc, tous les 2 mois, j'organise, je vais chercher, je me fais le VRP des habitants des 2e et 3e arrondissements, et donc je vais taper aux portes des entreprises. Je les invite à venir à la mairie, et ce depuis des années d'ailleurs. J'appelle ça des petits déjeuners d'entreprise, puisqu'on commence à 8h30 le matin avec un café, et puis il y a une présentation par les entreprises aux
aux résidents, aux habitants que nous avons invités, on a toujours une bonne centaine de personnes qui répondent à ces invitations. C'est toujours par thématique, c'est-à-dire qu'en janvier, par exemple, c'était sur les métiers de la sécurité. Février, le 6 février, ça a été avec les entreprises du BTP. Et là, je l'ai fait 2 mois parce que j'avais l'opportunité de faire venir des entreprises. Mais sinon, tous les 2 mois. Et puis, à chaque fois, c'est une thématique, les transports, la logistique, etc. Ça, c'est quelque chose que vous comptez prolonger, maintenir, ça, c'est quelque chose intensifier. auquel je tiens beaucoup, à laquelle je tiens beaucoup parce que ça fonctionne. Bon, on ne fait pas des miracles, c'est très difficile. Mais j'y tiens beaucoup parce que ça donne des résultats. Sur le mois de janvier, la matinée sur les métiers de sécurité, ça a été 40 personnes qui ont trouvé un emploi. Alors, ce ne sont pas des CDI, probablement, mais 40 personnes qui ont pu repartir avec un engagement, en tout cas. Et chaque personne compte, hein, là, dans ces cas-là. Chaque emploi, même s'il devait y avoir qu'un emploi dans la matinée, eh bien, ça aurait du sens pour nous. Donc, pour les métiers du BTP, ça a été 30 emplois. Donc, oui, c'est pas notre compétence, mais c'est le petit coup de pouce de la mairie de secteur pour ses habitants. Un mot peut-être, puisqu'on a à chaque fois un temps un peu contraint, sur la question des commerces de proximité. Alors les commerces de proximité, c'est pour moi, s'il y a eu une inertie dans cette ville, ça a été bien sur la question du commerce de proximité. Parce que ça se pose bien sûr sur Saint-Mauron, mais ça se pose de partout dans ce secteur. D'abord, moi depuis des années, je tire la sonnette d'alarme auprès de la commune pour dire... nous avons voté un droit de préemption renforcé pour permettre justement d'aider des créateurs. Nous avons beaucoup de gens qui ont des projets de création d'entreprises, des auto-entrepreneurs et qui nous sollicitent pour aider à démarrer. Ça, c'est la première des choses. On a des dispositifs, ça existe pour la création d'entreprises. Il suffit simplement de pouvoir les aider à s'installer. Moi, je m'oppose systématiquement à la transformation de commerce, de locaux commerciaux en logements. Et là aussi, sur les rez-de-chaussée notamment. Voilà. Hein, d'accord. Sur les rez-de-chaussée, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'on observe ça depuis des années, et ce qui n'a pas contribué à faire venir évidemment ou à créer le commerce. Et puis la dernière chose, nous avons, c'est ce que je disais à une de mes concurrentes, la concurrente que vous aurez en invité bientôt, qui est déléguée au commerce et à l'artisanat. Et quand je regarde la Belle de Mai ou Saint-Mauron, je me dis, qu'a-t-elle fait ? Qu'a fait la ville de Marseille sur l'accompagnement, la création sur le commerce et l'artisanat ? On lui laissera le soin de nous le dire. Voilà, et moi j'ai juste une possibilité d'aider la création. Mais ça, c'est ma casquette de conseillère. Là aussi, je pourrais vous en parler longtemps. Mais je sais que notre temps est limité. Mais ça dépend aussi de la politique, évidemment, de la commune, qui n'a jamais été très encouragée. En tout cas, ils n'ont pas encouragé le développement du commerce chez nous. La question du commerce reste aussi liée à l'habitat. C'est-à-dire qu'un quartier qui se peuple va créer des besoins et va faire venir aussi le petit commerce. Mais c'est une question vitale pour un quartier, pour la vie d'un quartier. Ok, on retiendra que vous essayez de faire pas mal d'intermédiation, hein, notamment sur la question de l'emploi, et que dans le cadre du commerce de proximité, déjà vous essayez d'éviter que les rez-de-chaussée se transforment en habitation, ce qui fermerait la porte à toute implantation future, et que vous aidez les créateurs d'entreprises dans ce cas-là. Et je rajouterai juste, mais sans développer, que j'ai créé un club des entreprises, qu'on appelle le club des entreprises solidaires, avec aujourd'hui 155 entreprises adhérentes. C'est juste là aussi pour essayer de donner le coup de pouce à l'emploi. Merci. Nous passons dans la foulée au troisième thème, au troisième vidéomaton, sur le thème de l'environnement et la santé.
On entend beaucoup de choses sur la nourriture, que mangent les enfants à la cantine. J'espère que la municipalité mettra quand même son grain de sel dans ce que sert la Sodexo à nos enfants. Voilà, donc j'espère que vous entendrez ce message et que vous ferez quelque chose. Suite à un incident d'hygiène alimentaire dans une cantine scolaire, nous, les parents des élèves, nous souhaitons savoir d'où viennent les produits alimentaires. La cantine est une préoccupation évidente. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est vrai que l'incident grave qu'ont connu nos écoles aurait mérité une suite un peu plus importante que celle qui a été donnée. Et moi, j'ai rencontré la Sodexo au lendemain du premier incident, puisque malheureusement, ça s'est produit très peu de temps après, à nouveau. La Sodexo, bien sûr, qui avait des arguments qu'elle a développés, dont tout le monde a porté. Moi, j'aurais aimé que, et je l'ai dit, puisque j'ai eu ensuite Madame Casanova, qui est l'élue à l'éducation, j'aurais aimé qu'il y ait une réaction par rapport à des personnes qui ont sciemment servi et qui n'ont pas eu recours au repas de substitution, comme c'est la règle. Et je pense à une école en particulier, mais que je ne nommerai pas, mais là où le personnel a, d'une manière délibérée, servi ses repas, sachant que entre guillemets, il n'était pas sain. Voilà, donc ça c'est grave. Je pense qu'il y a eu une erreur extrêmement lourde et qui n'a pas du tout été suivie des faits. Donc ça c'est regrettable. Après, il y a la question, quand on a un opérateur comme la Sodexo, qui est une grosse maison, peut-être que là aussi, la ville, en tant que donneur d'ordre, aurait dû prendre quelques dispositions à cet égard. Ça aurait rassuré tout le monde, mais c'est une question, moi je comprends tout à fait, je suis maman, je suis grand-mère maintenant, mais bien sûr que c'est une préoccupation majeure, et alors sans que les enfants aient été en danger, mais tout de même, je ne suis pas sûre que... Une question traverse la tête de beaucoup d'habitants, même si Sodexo est une grosse entreprise, est-ce que vous trouvez normal qu'une seule entreprise ait la main sur l'ensemble du marché et les milliers et milliers de repas que ça représente? Est-ce que c'est gérable? Et si vous aviez été en capacité de décider, est-ce que vous seriez allé dans ce sens? Non, évidemment. Quand je disais tout à l'heure qu'il aurait fallu, j'aurais souhaité aussi que la ville prenne des dispositions, c'est quand même très curieux, effectivement, qu'on ait un seul prestataire pour un marché aussi gigantesque que sont nos écoles. C'est plus de 430 écoles. Donc si on multiplie avec le nombre de rationnaires à midi, c'est énorme. Donc ce genre d'incident pourrait se reproduire. Mais ça peut poser des questions effectivement de normalité. Puisque très souvent, ce type de marché est confié, je le vois, nous, au niveau de la mairie de secteur, qui sont tout petits partagé par rapport entre plusieurs à la ville de Marseille, mais nous partageons ce qui était le cas avant, avant le renouvellement du marché. Très Absolument. bien. Mais c'est une question effectivement qui reste posée. Merci pour vos réponses directes sur ce point. Nous passons à la 4e thématique cette fois-ci, une thématique importante sur ce secteur puisqu'il s'agit de transport et de déplacement. Et j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour améliorer les sorties d'école, pas de place pour se garer, pas de place de stationnement, c'est la panique totale. Pour les structures d'accueil et les écoles, dans notre arrondissement, c'est très difficile d'y accéder. Et que comptez-vous faire aussi pour améliorer tout cela? Ma question c'est, il y a 5-6 ans, il y avait des agents de sécurité au niveau de sortie des écoles pour aider les enfants à traverser, pour limiter les vitesses des véhicules. Je voudrais savoir pourquoi, à l'heure actuelle, ils ne sont plus là, pourquoi les contrats ont été interrompus, alors que c'est des contrats aidés qui marchaient très bien à l'époque. Oui. Là encore, on a des questions très concrètes, c'est des questions des
des habitants du secteur, et notamment des mamans qui sont très préoccupées par les sorties des établissements. Elles ont raison. Elles ont raison de l'être parce qu'on le vit malheureusement au quotidien, que ce soit sur National, que ce soit sur la Madrague, en face des puces, où c'est quand même très dangereux. Ça a été une décision. Nous avions effectivement des contrats aidés qui assuraient, on les appelait les CES à l'époque, qui assuraient la sortie de l'école, qui faisaient traverser les enfants, parce qu'il faut savoir qu'on a certains enfants qui ne sont pas accompagnés, qui repartent seuls. Chez eux, malgré que ce soit des écoles primaires. Alors, je ne parle pas des tout petits, mais des classes de CM1 ou de CM2. Ça a été une décision de la ville de Marseille. On l'a très souvent contesté parce que c'est vrai que la sécurité n'a pas de prix, surtout quand il s'agit d'enfants. Moi, je me suis très très longtemps battue sur l'école nationale. Aujourd'hui, c'est peut-être une des seules écoles sur le 3e où de temps en temps, on a effectivement des médiateurs ou de la police municipale qui va être présente, mais c'est un collège, c'est l'équivalent d'un collège avec plus de 400 enfants. Alors, on a une très grosse difficulté dans ce 3e, c'est la surcharge des écoles, où on a les 4 plus grosses écoles de l'Académie d'Aix-Marseille, d'une part, donc une vraie problématique, et qui est une priorité pour moi aujourd'hui, la création des écoles. Et la sécurité à l'extérieur, tant qu'on ne remettra pas, et c'est nécessaire, et ça fait partie de mes priorités, c'est effectivement de remettre des médiateurs, comme on le fait nous, Conseil général pour les collèges, pour d'autres raisons. Il faut absolument mettre un personnel qui soit dédié à la sécurité des enfants lors de la sortie des classes, parce que c'est un vrai sujet et qu'on a connu malheureusement des drames dans un passé relativement récent. Donc vous seriez favorable dans le cadre d'un nouveau mandat pour militer et défendre l'idée en mairie centrale d'une médiation et d'une sécurisation des sorties de classe. Tout à fait. Merci. Nous passons à une thématique justement qui est en lien puisqu'on parlait à l'instant des établissements scolaires et nous allons parler cette fois-ci de culture et d'éducation. S'il vous plaît, arrêtez de nous parler d'intégration, puisque nous sommes tous culturellement dans la même culture, puisque nous fréquentons le même théâtre Touski, les mêmes restaurants, nous avons le même journal télévisé. Aujourd'hui, notre souhait, c'est d'être inséré socialement, économiquement dans notre secteur. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourrez faire pour que tout ça se passe dans le meilleur des cas? Ma question, elle a trait à la diversité des personnes, des origines et des communautés qui habitent concrètement dans le 3e arrondissement. Je trouve personnellement que cette diversité est presque masquée, pas tout à fait honteuse, mais elle est masquée en tout cas sur le plan culturel. Elle ne sert pas en elle-même de support à une sorte de politique culturelle qui dévoilerait, qui mettrait en valeur, qui déploierait toutes les richesses des langues, des origines, des coutumes, des pratiques. Il y aurait, à mon avis, une valorisation à imaginer de toutes ces cultures différentes. Et au-delà des théâtres et des lieux qui le font, il faudrait que cette chose-là se voie dans l'espace urbain pour tous ceux qui traversent cette butte Saint-Mauron et ce quartier du 3e arrondissement. J'habite au boulevard de Strasbourg, au Bel Horizon à la Tour, dans le 3e arrondissement. Ça fait plus de 10 ans que j'habite ici et on a toujours très bien cohabité tous ensemble. Il n'y a jamais eu de soucis avec les gens de l'immeuble. Depuis peu, on rencontre quelques difficultés de cohabitation avec certaines personnes. Par exemple, une personne qui se dit qui fait partie du syndic apparemment. Elle se permet des actes racistes et des propos racistes envers nous. Se permet beaucoup de choses qui nous gênent au quotidien et nous blessent, quoi. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse cohabiter tous ensemble et redevenir comme on était avant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Là encore, on a des habitants qui rappellent qu'on est dans un secteur qui est riche de nombreuses communautés.
des communautés qui sont parfois installées depuis longtemps et qui ont peut-être marre qu'on leur rappelle systématiquement leurs origines, et en même temps une vraie volonté de les valoriser en disant cette diversité est richesse. Mais contrairement à ce qu'a dit le deuxième intervenant, moi je n'ai pas la sensation que la diversité dans le troisième soit masquée. J'ai souvent dit, vous me l'avez souvent entendu dire depuis des années, je dis toujours que s'il y a un exemple de vivre ensemble, c'est bien chez nous, dans ces quartiers. J'ai toujours connu ces quartiers s'engager dans diverses entreprises, qu'elles soient sur des sujets de développement urbain, de réunions diverses ou de festivités, mais ça a toujours été tous ensemble. Moi, j'habite dans ce secteur également, où on vit avec des gens de toute origine. J'ai souvent dit que c'était la richesse aussi de notre secteur. Je dis souvent que c'est une grande mosaïque. Mais c'est aussi l'image de la ville de Marseille, même si on va rentrer dans les détails de certains arrondissements dits préservés ou moins en difficulté. Moi, la question de la communauté ne se pose pas. Ma seule difficulté, elle est plus sociale. C'est sur les politiques. On parlait tout à l'heure des logements. Sur ces politiques d'attribution de logements ou de structures très sociales qui ne nous aident pas, dans la mesure où, je dis souvent, on forme des ghettos. Et c'est pas lié à l'origine, c'est plus lié à la situation sociale. Donc pour moi, le 3e arrondissement n'est pas un arrondissement où on montre du doigt les gens. Je crois qu'on vit tous très bien, on sait partager la vie au quotidien. Après, on a une problématique qui est plus grave que celle de la communauté, entre guillemets, qui est la difficulté sociale, où on a souvent tendance à concentrer tous les pauvres, voilà, sur un même périmètre, et c'est en ça que j'ai souvent dénoncé d'ailleurs ces politiques-là. Qu'est-ce qu'un maire de secteur peut faire concrètement pour ce qu'on appelle le vivre ensemble? Comment vous le favorisez? Alors, de plusieurs manières. Il y a ce qui est du domaine festif. Je crois, je n'encourage pas la fête pour faire la fête. Mais la fête de quartier, moi, j'ai eu le plaisir de l'initier en 2001, par exemple. La fête de la Belle de Mai, la première fête de la Belle de Mai, ça a été le coup de pouce, puisque j'ai été conseillère générale et à l'époque, c'était très modeste en 2001, mais on avait initié quelque chose, tout comme la fête de Saint-Mauron, puisqu'il n'y a pas de raison que Saint-Mauron n'ait pas sa fête, tout comme, sauf la fête du panier évidemment qui existait déjà, ou Kléber. Donc créer des occasions pour que les habitants se retrouvent. C'est créer le lien, c'est amener la population à se réunir, à se connaître, à se côtoyer, et c'est ce lien social qui est très important. Et on voit à quel point d'ailleurs aujourd'hui tout le monde y est attaché, puisque l'implication de la population pour ces moments est très forte, et donc ça représente quelque chose. Très bien. Voilà. On va s'en arrêter là pour cette thématique-là, et on va passer à une dernière thématique qui a aussi son importance. Comment on peut faire vivre la démocratie locale? Qu'est-ce que vous allez faire avec nous et non pas qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Il faut arrêter de dire je sais, il faut faire, c'est tout. Et même peut-être faire avec nous s'ils ont besoin. S'ils ont besoin d'échanger et de connaître les besoins. Pourquoi en aval vous ne concertez pas les habitants quand vous avez l'intention de faire quelque chose pour le quartier? Je pense qu'on est les mieux placés pour savoir quels sont nos besoins. Je prends un exemple, par exemple le plateau sportif de la butte de Saint-Mauron, là-haut. Il aurait été bien qu'on nous concerte, qu'on nous demande qu'est-ce qu'il fallait changer sur ce plateau, ou quelles étaient nos petites attentes aux uns et aux autres. Ah, donc ça serait en général et dans l'ensemble plutôt bien
de consulter les gens qui vivent dans un quartier avant de se lancer dans des quelconques travaux ou réhabilitations, pour que ça puisse convenir à tous. Il y a une phrase de Gandhi qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Aujourd'hui, c'est à la mode de parler de pouvoir d'agir des habitants, de démocratie participative. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les habitants soient réellement acteurs des politiques publiques une fois que vous êtes élus. Donc pas juste consulter, mais réellement en position de pouvoir agir, de pouvoir proposer des choses et de pouvoir être associé aux décisions, y compris dans des quartiers comme le nôtre, à Félix-Piat. Dans quelle mesure vous vous engagez à créer des structures permettant de prendre en compte la parole des habitants dans une structure qui soit représentative des différents quartiers? Depuis quelques années, des groupes d'habitants se sont spontanément constitués ou bien ont été invités à le faire et ont fait des propositions quant au cadre de vie, à l'urbanisme, au logement. Ces propositions, quelquefois, ont été présentées aux élus, à des techniciens de la ville. Notre question et notre souci est le suivant. Est-ce que vous comptez poursuivre ce travail en laissant ces groupes informels hors des institutions que sont les CIQ ou éventuellement des conseils de quartier? Est-ce que vous souhaitez qu'ils continuent à travailler? Est-ce que vous voulez valoriser leur action, les reprendre en disant que ce sont des habitants qui ont fait ces propositions? La démocratie locale, en tant que maire de secteur, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'avenir pour activer un petit peu cette logique-là? Alors, je souris parce qu'on m'a souvent reproché de toujours vouloir faire des réunions publiques. Ce que j'appelle réunions publiques, c'est en réalité des réunions de concertation. Je suis quelqu'un qui concerte toujours et surtout. Donc je suis assez surprise de la question si elle s'adresse à moi, Madame Nardussi. Elle s'adresse à tous les candidats. Voilà. Ah, ouais. Parce qu'en 2013, par exemple, j'ai fait pas moins de 29 réunions publiques, tout confondu, d'information, de concertation ou de réunions publiques avec les CIQ. Tous les sujets, tous les projets qui ont été portés, réalisés dans ce secteur, quel que soit le quartier, ont fait l'objet de concertation. Tous. Il n'y a pas une réalisation ou un projet qui n'ait pas fait l'objet de concertation. Moi, c'est comme ça que je conçois la démocratie, c'est construire ensemble. Pour répondre au père Fenech, bien sûr que, et je trouve ça très bien, que les habitants s'approprient un projet, le travail, sans être forcément entourés de techniciens, et le proposent. Mais j'en ai fait la preuve, puisque la place Arzial, par exemple, pour laquelle j'avais présenté un projet d'aménagement qui avait été réalisé par la communauté urbaine, qui aurait dû être déjà réalisé, cet aménagement, eh bien, après avoir rencontré une équipe d'habitants qui avait travaillé sur un projet d'aménagement de cette place, eh bien, j'ai remis ce projet-là au service de la communauté urbaine pour leur dire c'est ça qu'il faut réaliser, parce que, en effet, c'est intéressant, évidemment, ça a été pensé, ça a été bien conçu, et j'ai demandé à ce qu'on tienne compte de cette réflexion qui avait été portée par les habitants pour aménager la place Arzial. Donc, bon, elle n'est pas faite, j'espère que la communauté urbaine va accélérer un petit peu les choses, parce qu'elle est un petit peu longue sur... à mettre les choses en œuvre, mais évidemment, je ne conçois pas... je ne peux pas concevoir d'avancer dans le développement de n'importe quel que soit le projet d'ailleurs sans concertation. J'en fais un point d'honneur d'ailleurs. Une des questions portait sur le fait de la cohabitation entre des instances formelles déjà existantes, les CIQ, des conseils de quartier, et la place moins organisée de collectifs, etc. Est-ce que ça peut cohabiter, ou est-ce que vous invitez plutôt les habitants ou les collectifs organisés, on pense à des collectifs comme les Brouettes qui se sont développés à la Belle de Mai, à rejoindre plutôt ces instances-là? Moi, je les invite souvent à venir
nous rencontrer. Il peut y avoir un travail fait, c'est très bien, par des habitants, par un groupe informel, mais après, il faut le porter. Et vous ne pouvez le porter qu'avec une institution, qu'avec une autorité qui peut permettre d'amener à bien un projet qui a été présenté. Encore une fois, c'est l'exemple de la place Arzial. Mais bien sûr qu'il faut poursuivre, mais il faut qu'il y ait aussi une coordination à un moment donné entre ces groupes et puis les institutions qui sont à même de proposer et de mettre ces projets-là dans une programmation. Merci pour toutes ces réponses aux nombreuses questions des habitants. Je tiens à préciser que ce n'était qu'une sélection des nombreux vidéomatons qui ont été réalisés non pas par des professionnels, mais par les habitants eux-mêmes. Des caméras ont été distribuées, des équipes de services civiques ont travaillé aussi là-dessus pour recueillir toutes ces paroles qui étaient, vous l'avez remarqué, très directes et très franches. On va passer à la dernière partie de cette émission, et c'est un peu un passage de libre expression, c'est-à-dire que on va essayer de se projeter dans le futur. Vous avez été de nouveau élu maire de secteur et nous vous retrouvons 2 ans après, à mi-mandat. On se réunit et vous devez raconter un petit peu ce que vous avez fait pendant ces 2 années et ce qui vous reste encore à faire sur votre nouveau mandat. Quelles actions mettriez-vous en avant? Sur quelles thématiques? Quelles réalisations concrètes vous tiennent à cœur? Alors, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de poursuivre tout ce qu'on a pu engager depuis des années. Ce secteur-là, je disais tout à l'heure, il a été très longtemps un petit peu mis de côté. On n'a pas vraiment intéressé les pouvoirs publics pendant longtemps. Donc on part de très loin. Beaucoup de choses ont été réalisées. J'ai un attachement particulier aux équipements, parce que c'est ce qui a fait défaut et ce qui fait toujours défaut à notre territoire. Et c'est de poursuivre le développement, notamment en matière d'aménagement du territoire et des équipements publics. On a réalisé un certain nombre de choses, mais encore une fois, j'ai des perspectives plus ambitieuses aujourd'hui. Et si j'étais à 2 ans, si nous étions à 2 ans de ce mandat pour lequel nous sommes en train de concourir, je dirais que j'aurais à cœur de dire je suis heureuse qu'on ait pu développer le projet et en tout cas engager la mise en œuvre du projet des casernes. Les casernes, voilà. Parce que les casernes du Muy. Du Muy, Bugeaud, Busserade, cet ensemble de casernes qui pour moi sont un des potentiels et un des atouts majeurs de ce territoire, pour lesquels on peut donner une impulsion extraordinaire qui dépasse largement le secteur. Je l'ai proposé il y a près d'1 an maintenant, donc au maire de Marseille, au président du Conseil général, au président de Romède, de créer ici un pôle sportif d'envergure qui permettrait de pouvoir réaliser, qui serait un petit peu le pendant du stade Vélodrome si vous voulez, qui permettrait de réaliser toutes sortes de compétitions, qui seraient d'abord au service des habitants bien sûr. Donc un équipement sportif majeur sur tout à fait majeur. Il présente tous les atouts, tous les avantages. Les atouts parce qu'il y a une surface extraordinaire. Donc vous savez que la ville de Marseille cherche un foncier déjà pour créer des pôles piscines. Donc pourquoi pas sur la caserne du Muy avec des espaces multisports. Il y a aussi le fait que Marseille aujourd'hui dispose son principal équipement sportif, c'est le Palais des Sports. Et vous savez peut-être que c'est un équipement qui est vieillissant, qui aujourd'hui ne peut plus, ne permet plus de tenir un certain nombre de compétitions parce qu'il ne répond plus aux normes qui sont imposées aujourd'hui. Je ne parle pas pour toutes les disciplines, mais pour un certain nombre de disciplines. Donc on a besoin d'avoir à Marseille un équipement d'envergure départementale, régionale et pourquoi pas internationale. Ces casernes qui sont à 2 minutes de la gare Saint-Charles, de la gare autoroutière, 20 minutes de l'aéroport. Et on va avoir un pôle multimodal transport qui, sur Bougainville, qui lui est en marche aujourd'hui, en tout cas est sur une procédure de réalisation.
Donc on a tous les atouts pour créer ce pôle, à plus avec toutes les cités universitaires et les résidences universitaires d'étudiantes en tout cas qui se réalisent autour. On a des hôtels qui fleurissent un peu de partout, donc tous les atouts pour réaliser pour Marseille et pour notre secteur cet équipement. Et puis il y a bien sûr sur la Belle de Mai, j'ai également proposé d'abord aux autorités, mais qui doit être soumis à la population dans un deuxième temps s'il y avait une faisabilité, eh bien de pouvoir créer. Aujourd'hui, nous avons une maison pour tous qui fait son travail, mais qui, à mon avis, est un petit peu à l'étroit. On a en même temps réalisé les friches de la Belle de Mai, où il y a des plateaux extraordinaires, un environnement extraordinaire. Mon idée, que je soumettrai à la population, c'est de pouvoir transférer cette maison pour tous sur un des plateaux de la friche, qui aujourd'hui reste disponible. Pourquoi ? Parce que on pourrait permettre d'avoir sur cet emplacement des friches la crèche que nous avons réalisée, demain l'école, puisque j'ai enfin obtenu la création d'un groupe scolaire sur le terrain de la friche de la Belle de Mai, avec la présence du centre social ou de la maison pour tous dans un site qui est culturel, avec ses plateaux de théâtre, avec son jardin partagé, avec les aménagements sportifs qui vont être réalisés. On peut avoir un site tout à fait extraordinaire qui serait un pôle culturel, éducatif, sportif, qui offrirait tous ces avantages-là. Un dernier projet que vous souhaitez mettre en avant ? Et puis sur la maison pour tous, donc, eh bien, récupérer ces locaux pour en faire enfin une bibliothèque de quartier qui manque aujourd'hui sur ce quartier-là, et puis accueillir sur l'autre partie de cet équipement, eh bien, la mettre à disposition du monde associatif, parce que ça aussi, c'est un vide aujourd'hui et un manque sur le quartier. En tout cas, c'est ce qui me remonte très souvent. Donc, il y a bien sûr 1001 choses à réaliser sur nos territoires. C'est difficile de dire il y a une priorité. Il y a des priorités. Il y a les transports, bien sûr, avec le prolongement de la navette 88 jusqu'aux friches de la Belle de Mai. L'accélération de A52, on est mal desservi. Boulevard National également qui connaît quelques problèmes de transport. Donc, plusieurs priorités, des sujets qui ne sont pas innovants, qui sont un développement, qui sont une restructuration. Et bien sûr, il y a toutes les voiries pour lesquelles importantes, les voiries importantes, je pense au Boulevard National par exemple, ou à Camille Pelletan, où on va aborder les deuxièmes phases qui sont en cours, mais qui vont nécessiter encore 1, 2, 3 années avant de pouvoir les livrer. Donc c'est la création, le développement d'équipements publics, les écoles, les crèches. On a 3 crèches à venir, 3 groupes scolaires. Les projets existent. On n'a pas besoin d'inventer, il faut simplement poursuivre ce qui a été engagé et le mener à bien. Donc on comprend bien que ce qui vous tient à cœur, ce sont les équipements structurants dans différents domaines et le désenclavement du quartier comme 2 points essentiels d'un nouveau mandat à faire avancer en tout cas, même si la temporalité évidemment de ces prises de décision sont longues. Bien, on vous remercie de la franchise et de la simplicité avec laquelle vous avez partagé vos points de vue en confrontation aux habitants. Il va être temps de nous quitter dans un instant. On me laisse juste le temps évidemment de remercier tous ceux qui ont contribué à cette émission. Je vous rappelle qu'il est porté par la télé participative du 3e, qui est une télévision non commerciale, participative, à l'initiative des habitants. Et ce soir, on avait à la caméra Déby, Marc, Geoffrey et Nicole. On les remercie bien pour leur implication, ainsi qu'à la réalisation Florence, Guillaume, Gabriel et Marion à la régie. Donc merci pour cette nouvelle émission. Nous recevrons demain Solange Biaggi pour l'UMP, ainsi que Jean Canton, attention à ma diction, pour le groupe Changer la Donne. Donc encore 2 émissions. On vous souhaite une bonne chance pour cette dernière ligne droite de campagne. On invite évidemment tous les électeurs et les internautes qui nous suivent à être présents, nombreux au vote le 23 mars et le 30 mars pour le second tour. C'est important, c'est un acte citoyen. Et puis, écoutez,
Merci à tous, merci au public d'avoir participé à cette émission. On va prolonger dans un instant par un débat, mais il est temps de nous quitter et de dire au revoir à tous les internautes qui ont suivi cette émission Questions citoyennes. Bonsoir à tous.